Thalès de Milet, comme mentionne Aristote, qui avait acheté, sachant que la récolte d'olives allait être très bonne, il avait acheté des pressoirs à olives, et une fois que la récolte s'est avérée bonne, évidemment, il a loué ces pressoirs à des prix faramineux, parce qu'il était le seul à les posséder. Donc il y a la spéculation, et la spéculation avec un but financier. Là, c'est la première élément. Maintenant, il faut voir quand cela a exercé un pouvoir dans le monde et s'est emparé des choses. Le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Aujourd'hui, il y a une alternative à la guerre. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major... I expect to be with a friend. Looking forward to having it with my family. Un pays qui est ami de la France. Et j'étais très heureux de pouvoir rencontrer le président des États-Unis pour parler avec lui. Kadhafi n'a pas renoncé au terrorisme. C'est probablement le prix à payer à ce moment-là qu'on le dise clairement. Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte ça, c'est la Russie derrière. En plus évidemment des actes de guerre que nous voyons en Ukraine. Nous avons assuré le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Bonjour chers amis, nous démarrons aujourd'hui notre 4e épisode de notre série La France dans le chaos du monde. Après avoir parlé de la vocation de la France, après avoir parlé de la décolonisation de la France, après avoir parlé des Outre-mer, nous allons parler aujourd'hui du mondialisme financier et de la grande finance internationale. Et nous allons réfléchir, nous allons montrer quelle est l'histoire de cette grande finance internationale, comment elle se présente aujourd'hui et quelles sont les perspectives de l'avenir de ce combat entre la finance et les États. Alors à ce titre, je voudrais commencer, avant de vous présenter mes invités, en lisant un texte. Ce texte est de l'héritier de la famille Rothschild qui s'appelle Nathaniel Rothschild. Il a été écrit début 2002, en février 2002. C'est une adresse au gouvernement anglais et vous allez voir qu'il est tout à fait passionnant. 2022, François. 22, oui. 2022, voilà. Alors, l'article dit ceci, ça c'est la traduction française. Il écrit aux membres du gouvernement britannique pour dire que Vladimir Poutine est l'homme le plus dangereux depuis la défaite d'Hitler, suivi de près par Xi Jinping. Et il dit ceci. L'Ukraine est une pièce essentielle que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre dans l'échiquier géopolitique. Il fait valoir que la Russie doit être excisée du système bancaire et économique international, ce qui est tout de même énorme compte tenu de ce qu'est la Russie. Je ne vois pas comment la Russie pourrait être excisée du système bancaire, mais c'est ce qu'il dit. Nous devons mettre la Russie à genoux par tous les moyens possibles pour envoyer un signal fort aux Chinois et pour protéger notre système mondial de normes et valeurs libérales. Donc, le système mondial est un système de normes et valeurs libérales et tout ce qui peut contrevenir à ce système doit être détruit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous laissons Vladimir Poutine s'emparer de l'Ukraine, cela enverra le signal à nos ennemis, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord notamment, que nous ne ferons rien face à un assaut de force. En effet, notre voie actuelle, celle de l'action militaire, c'est un banquier qui parle, signifie que notre ordre mondial est mort sur ses pieds. Je vous exhorte à déployer plus de force contre la Russie et ses mandataires, à intensifier la guerre de l'information pour connecter l'opinion, en particulier en ligne, et à envoyer des armes à nos amis en Ukraine. Sans l'Ukraine, l'ordre mondial est mort. Donc, ce texte est totalement fondamental à mon sens. Et donc, pour parler de cette guerre, je dirais du libéralisme contre les États,
Donc, j'ai invité cette fois-ci notre ami Paul-Marie Couteau, que vous connaissez bien déjà, qui est donc diplomate et en politique, je dirais, ancien député européen. J'ai invité aussi Jacques Cheminade, qui est un homme politique bien connu, ancien candidat à l'élection présidentielle et un grand spécialiste des questions financières internationales, et également Sébastien Périmoni, qui connaît aussi bien les questions internationales et qui est, lui, militant politique. Donc, je voudrais commencer par réfléchir avec vous et voir depuis quand et comment est-ce que ce pouvoir de la grande finance internationale s'est installé dans l'histoire. Et pour ça, je voudrais poser la question d'abord à Jacques Cheminade. Oui, je te remercie, François Martin, de poser cette question. Elle est fondamentale. Victor Hugo disait la liberté commence là où l'ignorance finit. On est en pleine ignorance aujourd'hui dans l'analyse de la situation internationale, et on ne conçoit pas une chose qui est la notion de géopolitique. Cette notion de géopolitique, qui est une notion britannique, qui est de Mackinder, c'est qui tient le monde va tenir l'île du milieu. L'île du milieu, c'est ce qui est entre la Russie, la Sibérie et toute cette partie du monde, et l'Europe occidentale. Les financiers pensent de la même façon et ont toujours pensé de cette façon. C'est-à-dire qu'il fallait tenir les choses dans un conflit permanent, et dans ce conflit permanent, prévaloir. Ça commence quand? Ça commence quand les financiers ont commencé leurs opérations. Alors, on peut remonter à Thalès de Milet, comme mentionne Aristote, qui avait acheté, sachant que la récolte d'olives allait être très bonne, il avait acheté des pressoirs à olives, et une fois que la récolte s'est avérée bonne, évidemment, il a loué ces pressoirs à des prix faramineux, parce qu'il était le seul à les posséder. Donc, il y a la spéculation, et la spéculation avec un but financier. Là, c'est la première élément. Maintenant, il faut voir quand cela a exercé un pouvoir dans le monde et s'est emparé des choses. Je pense que c'est au début du XVIe siècle et contre l'esprit de la Renaissance. Il était un esprit de développement, de liberté et un esprit de connaissance. Ces financiers s'emparent des choses en prenant le contrôle de, à la fois, la politique, c'est-à-dire les gens en place, en leur prêtant un intérêt. Ils prennent le contrôle de toute la politique militaire parce que ces chefs d'État veulent faire à tout prix la guerre. Est-ce que ça correspond pas, si juste pour interrompre une seconde, à Oui. une époque justement où les États commencent à devenir plus grands, plus importants, etc. C'est contre l'apparition de l'État-nation. Voilà. L'État-nation en France, le premier pour moi qui a des éléments de cette État-nation, c'est Louis XI. C'est ça. Là, c'est contre ce développement possible. C'est contre aussi, plus tard, l'esprit de Westphalie, les traités de Westphalie, qui consacrent l'État-nation. Donc, mais dès le début de ce XVIe siècle, ces intérêts aussi sont associés à quelque chose qui est, et c'est là que la finance, dans son caractère universel, apparaît, qui est la colonisation, qui est les empires, qui sont les empires. Et on le voit dans leur contrôle en particulier, à partir de certaines villes. Les villes, c'est Anvers, voilà. Première bourse, je crois, 1515. C'est de l'autre côté Venise, et au milieu Augsbourg, Nuremberg et les autres places. Et là, ces gens se développent à une échelle internationale, avec un investissement à une échelle internationale. C'est ça. Et ils contrôlent. On voit avec Fugger, par exemple, littéralement l'invention. Alors, dis-nous qui est Fugger. Fugger, c'est une famille, Jacob Fugger le riche, on l'appelait, de banquier allemand. Allemand, on peut dire allemand à l'époque, mais de cette région du monde. Et ces gens-là voient le pouvoir comme quelque chose qui doit être de l'ordre de contrôler ceux qui ont le pouvoir et être au-dessus. On est au cœur du sujet, là. On est au cœur du sujet. Et Jacob Fugger dit, ces gens ont besoin d'argent, ils veulent faire la guerre tout le temps, ils ont besoin d'argent, on va en profiter. Donc, on va leur prêter avec des taux d'intérêt très élevés. Et ils seront obligés de les avaler. Et puis, on va créer des actions sur notre maison, qui est connue pour sa puissance, à très bas taux d'intérêt.
Et on va jouer sur cette différence de taux d'intérêt, et sur ça, on va gagner à tout coup. Avec une certaine mainmise sur toute exploitation. Ça va les mines de cuivre en Hongrie, qui sont essentielles. Avec les mines de cuivre en Hongrie, qu'est-ce qu'on fait? Des canons à partir de là. Et on fait aussi les manillas, c'est-à-dire ces sortes de objets qui ressemblent à des menottes pour l'esclavage. Donc, on domine on domine tout ce qui est une économie. Et on le domine, c'est intéressant de voir ça. En 1515 aussi, qu'à Venise, on décide de mettre les Juifs dans un ghetto, avec un cercle jaune. Donc, toute une série de choses commencent à ce moment-là de l'histoire. Ouais. Alors, il faut voir contre quoi c'est. C'est contre cet esprit, évidemment, de la Renaissance, qui est un esprit de libération avec de grands penseurs de la Renaissance. Et il y a 2 papes qui décident de circonvenir les fugueurs. C'est Jules II et c'est Léon X, qui était tout à fait corrompu. Oui, et oui. Comment on les tient? Par la simonie et par les indulgences. C'est-à-dire la croyance que, en donnant de l'argent pour obtenir des postes, on va créer une église stable, solide, et une croyance aussi, il faut retisser toute notion d'association de l'église à une manière de développement positive dans la société civile, dans la société en général. Et si on tient l'Église, si on tient l'Empire, et ils ont tenu Maximilien puis Charles Quint, si on tient l'Église, si on tient l'Empire, on tient tout. Et voilà, ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, et après je vais poser la question à Paul-Marie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un vide politique qui est la fin du Moyen-Âge? Parce que si je me souviens bien, le Moyen-Âge instaure sous l'égide de saint Thomas d'Aquin la notion de juste prix. Le juste prix, c'est-à-dire suffisamment élevé pour que les producteurs puissent vivre, mais suffisamment bas pour que les clients ne soient pas étranglés. Et en même temps que le juste prix, le Moyen-Âge interdit, et l'Église interdit le prêt à usure. Donc, c'est-à-dire, le prêt de l'argent doit servir à la construction effective de la société. C'est 1903, ne doit pas être spéculatif, ça. 1903, 1215. Voilà, c'est alors, ça. Comment les fugueurs contournent la chose? Est-ce qu'on peut dire que ces forces-là, en fait, ont réussi à briser cette espèce de carcan que l'Église leur impose jusqu'à la fin du Moyen-Âge? Ils sont pervers. C'est de l'intérieur de l'Église qu'ils parviennent à le briser. C'est ça. Puisqu'il convainc Léon X de dire on peut éventuellement prêter un intérêt, on peut le faire s'il y a risque, s'il y a coût ou s'il y a difficulté. Donc, on rompt avec cette interdiction de l'usure par un moyen, disons, détourné. Et à ce moment-là, on peut prêter, les fugueurs prêtent à 5% aux gens qui adhèrent à leur société. Mais à Maximilien ou à Charles Quint, c'est parfois 19, c'est parfois 20, c'est parfois même 50%. Voilà, c'est donc, ça. Ils se mettent en approche la différence. Rien de nouveau. Et pour ça, évidemment, ils doivent assurer qu'ils financent l'armée et qui finance les militaires, tous les militaires, les mercenaires que doivent embaucher les différentes. D'accord. Paul-Marie. Alors, ça, c'est parfait comme entrée en matière, je trouve. Merci à Jacques Cheminade, parce que au XVIe siècle, au début des temps modernes, comme disent les historiens, tous les acteurs sont là, en réalité. C'est ce que vous venez de dire. Les États, l'Église, les banques. On sortait du Moyen-Âge, période bénie au cours de laquelle l'Église avait un poids suffisant pour régenter l'économie. Et comme vous venez de le dire, cher François, à la fois sous l'angle du prix, du juste prix, ça. Tellement important, je pense aux agriculteurs d'aujourd'hui, ils s'en porteraient bien du juste prix. Et puis de l'usure, du refus de l'usure. Ce qui limitait les puissances financières. Il y avait plusieurs puissances financières, les Lombards, les Juifs, et qui étaient déliés évidemment de cette obligation, d'où Louis IX et la fameuse stigmatisation des Juifs. Elle avait une justification économique. Bon.
D'ailleurs, Louis IX était déjà un élément d'État antérieurement à Louis XI. On peut dire autant d'ailleurs de François, j'oublie son nom, de Philippe le Bel, avec une autre puissance financière qu'il a réussi à mater, ce sont les Templiers. Et il les a matés de belle manière, on n'ose pas y penser aujourd'hui, mais enfin ça fait partie de nos rêves. Mater des Templiers dans le cadre de cette guerre voilà, contre l'usure. Le nationalisme, l'Église de l'époque qui n'est plus là aujourd'hui, mais le Oui. nationalisme reste là. Et la grande... les Templiers, c'était une grande puissance financière. Oui, bon, alors réglée par le feu. Encore une fois, on n'y songe pas aujourd'hui, sauf en rêve ou en cauchemar. Mais hélas, ça n'est plus de saison. Mais je dis bien hélas. Mais la question se posait déjà. Mais l'Église avait gardé jusqu'au XVIe siècle son magistère, on peut dire. Et en effet, elle a été subvertie de l'intérieur. Mais ce qui a surtout prévalu, c'est à la fois la naissance des États, comme vous le disiez, et des empires, et les forces qui, en contrepartie, enfin c'est avec le contraire, comme toujours quand quelque chose surgit, le contraire surgit aussi, c'est-à-dire la puissance financière, Voilà, et qui n'en finira pas de prendre les pouvoirs sur les États avec une accélération formidable depuis le début du XXe siècle pour en arriver à cette financiarisation générale des activités humaines au début du XXIe siècle. Mais c'est ça. Alors, Peut-être sommes-nous à la fin de ce cycle d'ailleurs. Enfin, je le souhaite, mais on en parlera à la fin de l'émission. Voilà. Père Sébastien, qu'avez-vous à dire? Je vais rebondir sur un point qui me paraît être fondamental parce que c'est le combat de la finance et des intérêts financiers privés contre l'État-nation et le pouvoir des peuples à s'autogérer, on va dire, de manière, à l'époque, c'était la monarchie, mais après les républiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fête cette année le 250e anniversaire de la Révolution américaine, 1776. Et au départ, la Révolution américaine, c'est une révolution qui met en place avec Benjamin Franklin et quelqu'un qui est très peu connu comme économiste et qui est pourtant pour moi un des plus grands, qui s'appelle Alexander Hamilton. Et Alexander Hamilton, au moment de la Révolution américaine, va mettre en place justement un système de banque nationale pour que ce soit l'État qui contrôle la monnaie, qui fixe ses taux d'intérêt. C'est-à-dire que l'État peut fixer ses taux d'intérêt qui sont faibles à moyen et long terme, justement pour financer ce que Hamilton appelait lui-même le crédit productif public, c'est-à-dire un système où l'État investit dans les infrastructures, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, les États-Unis sont une colonie de la Grande-Bretagne, et que dans toutes les colonies de la Grande-Bretagne, c'est interdit d'avoir des manufactures, c'est interdit d'avoir des industries. Elles ne sont que exportatrices de matières premières. Oui, c'est ça. Donc la révolution. L'Irlande, je fais un petit aparté. L'Irlande, les colonies africaines. J'étais en Irlande, invité par une société irlandaise que je représentais, à assister à une manifestation sportive qui s'appelle le Kerrygold Horse Show. qui était donc un concours hippique. Et c'est un Irlandais qui a gagné contre un Anglais. Et les gens étaient fous de joie. Ils m'ont demandé pourquoi. Ils m'ont dit que pendant la colonisation anglaise qui a duré 800 ans, les Irlandais n'avaient pas le droit d'avoir un cheval. Oui, Seuls les Anglais passaient à cheval et eux, ils étaient à pied. Et ben c'était, il y avait vraiment. C'était pareil pour les industries. C'était pareil pour les industries, pareil pour les manufactures. D'ailleurs, Alexander Hamilton a écrit un très beau texte qui s'appelle Pour le développement des manufactures, en plus de son texte sur le crédit public. Et justement, 1776 aussi, c'est l'année où Adam Smith va publier son fameux livre qui est devenu la base de la pensée occidentale moderne. Enfin, on apprend encore ça dans nos écoles aujourd'hui, Adam Smith, qui dit que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, qu'il y a une main invisible, que l'homme, il fuit la douleur, il recherche le bonheur, donc le bonheur va se faire tout seul, puisque voilà, c'est naturel. Par l'argent. Par l'argent, bien sûr. Et donc, vous avez ce combat à la naissance des États-Unis qui est très intéressant et qui est déjà ce combat entre État-nation, un État-nation, une république qui naît, et des intérêts financiers britanniques qui s'opposent justement à la création de cette république et à la capacité des États à contrôler la monnaie. Je crois que c'est Jacques Rueff qui disait que si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est l'inverse. C'est Georges Boris. Ah, c'est Georges Boris, oui, c'est ça. C'est la monnaie qui contrôle l'État. Et on a dans cette de 150e anniversaire de la Révolution américaine aussi un élément intéressant de ce combat entre l'État-nation et justement les intérêts financiers britanniques, parce que je crois que la Banque d'Angleterre a été créée bien avant, je sais plus en quelle année, mais enfin déjà qui jouait ce rôle-là à l'époque qui a été mentionné. Donc c'est un élément aussi intéressant de voir que
ce combat entre les intérêts financiers privés et l'État-nation est Oui. quand même au cœur Mais de ce qu'on vit encore finalement, dans aujourd'hui. ces deux pays, en Grande-Bretagne, juste une petite incise, pardon, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, cette bonne intention initiale a été débordée. Bah, Alexander Hamilton a été assassiné déjà. Ouais, voilà. Et tout C'est-à-dire que ce qui avait été bâti dans sa les conception forces financières ont fini par ont gagner. fini par C'est-à-dire gagner. est arrivé très tard la résurgence d'une banque deux fois. Mais ce que vous nationale. rajoutez d'intéressant, excusez-moi, je vais vous donner la parole, c'est cette histoire de banque centrale qui fait que quelque part, ça évite à l'État d'aller négocier directement avec les banquiers lombards, etc., pour financer leur armée. Enfin, l'idée de la banque centrale est une façon pour eux de sécuriser De banque nationale, c'est vraiment banque le terme. nationale, sans être obligé, même si vous aurez des intérêts financiers privés, on pense à Necker, par exemple, avec la caisse d'escompte ou des choses comme ça, tous les privés vont évidemment mettre de l'argent là-dedans, mais Bien c'est sûr. quand même sous l'égide de l'État, c'est pas dans le cadre de négociations particulières où l'État se fait racketter par tel ou tel grand banquier international. Sur ça, Jacques- simplement, pour en finir avec Oui. la question historique, Oui, on est le 24 avril 1523. oui, C'est une lettre de Fugger oui, à Charles Quint. Et voilà Oui. ce qu'il lui dit. oui. Parce que Charles Quint refuse de rembourser. Hein. Ah bon. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne que votre Majesté impériale n'aurait pas obtenu la couronne de Rome sans mon aide, comme je peux le prouver par des lettres écrites de leurs propres mains par tous les commissaires de votre Majesté. Votre Majesté nous donne encore 152 000 ducats. Oui. Est-ce que Donc- le patron de BlackRock n'aurait pas pu écrire une lettre Oui, c'est ça. Il a été à Biden, Charles Quint a été même à acheté. Trump, en C'est là qu'il y a disant, continuité. Cher Majesté, votre Majesté. C'est là qu'il y a continuité. Pourquoi il a ce Mmh. pouvoir? Parce que il a étendu ses actions à l'échelle universelle. Voilà. Ça va depuis la colonisation de l'Amérique Voilà. jusqu'aux mines de cuivre de Hongrie, les mines de mercure et l'Espagne. C'est ça. L'Espagne finira ruinée. Et la meilleure analyse sur ça est de Jean Baudin, sur la réponse à Monsieur de Malestroit, où il définit pour la première fois ce qu'est l'inflation. Alors ça. c'est très Je actuel. me souviens de ça. oui. Très actuel, parce que quelqu'un qui s'appelle Han Wuning, qui est peu connu généralement, qui est l'aspirateur en Chine de Yang Zemin, de Hu Jintao et de maintenant Xi Jinping, a écrit sa première thèse sur les prédécesseurs bourgeois de la souveraineté, Jean Baudin, et il cite aussi après Maritain. Donc, il y a une connaissance en Chine de ce meilleur de notre histoire. Bien sûr. Il faut en On être peut faire conscient. confiance aux Chinois pour s'intéresser de près à tout ce qui est la finance, évidemment. Et là, il s'y intéresse de plus près que nos propres experts en France. Et comme par hasard, Baudin est aussi l'inventeur de la souveraineté. Donc tout Oui. est très logique. Oui, bien sûr. Enfin, le penseur de la Alors, souveraineté. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que cette notion de géopolitique est associée à cette idée de domination. L'autre, certainement, doit être dominé. C'est, pour moi, Aristote. Hein. Les contraires sont nécessairement opposés, on ne peut pas en sortir. Aujourd'hui, quelqu'un, qui est le pape actuel, Léon XIV, a reparlé, et on revient à la Renaissance, de Nicolas de Cuse, en disant un grand penseur ignoré, même l'Église a pensé à un moment donné que c'était un Vous hérétique. pouvez expliquer un peu qui est Et Nicolas de Cuse, Oui. c'est quelqu'un qui a été partisan du concile pour renouveler l'Église et ensuite En quelle année, Colmini donc étant pape. C'est les années 1430-1460. Il est D'accord. mort en 1462 ou D'accord. 63. Donc, il a été très actif à cette époque. Et c'est très intéressant parce que dans ce domaine, on puisait, dans cette veine-là, on puisait quelqu'un qui s'appelle Jean Gerson, qui est celui qui a témoigné pour Jeanne d'Arc, et on puisait Jean de Majoris, qui est un de ceux qui l'ont éduqué, et Louis XI. Donc il y a une continuité là aussi. Ils sont pas exactement à la même époque, mais il y a une continuité dans la pensée. Et que le pape le mentionne aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce qu'il dit, Alors, qu'est-ce qu'il en dit précisément? il dit voilà, Augustin a très bien établi que dans une logique, on ne crée pas. Parce qu'en logique, on prend des éléments, des données qu'on connaît déjà. C'est comme l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, c'est ça. On ne crée que si on explore l'inconnu. Et l'inconnu, on doit être guidé dans ce chemin, évidemment, par la foi évangélique, par le Christ. Voilà. Donc, ça, on retrouve les germes de la doctrine sociale de l'Église. C'est ça, tout à fait. Et Nicolas de Cuse va plus loin. Il dit comment passer à un niveau supérieur. Coïncidence des opposés.
coincidentia oppositorum. Et là, on trouve quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui peut se faire que des gens qui semblaient opposés s'accordent. On n'a pas besoin d'un ennemi existentiel, on n'a pas besoin de quelqu'un écrasé à vaincre, on n'a pas besoin de géopolitique. On peut s'entendre, et on peut s'entendre dans projection terrestre que nous faisons pour notre part, et que le pape, dans une certaine mesure aussi, a élaboré, une architecture internationale de développement mutuel et de sécurité mutuelle. C'est exactement il faut pas être ignorant, il faut le savoir. C'est ce que depuis, disons, qu'il a été au pouvoir, Poutine réclame. Il réclame un système de sécurité et une architecture mutuelle en Europe. Là, les Chinois disent non, il faut le faire dans le monde. Nous l'avons dit bien avant eux. Il faut cette nouvelle architecture, qui est une idée qui parcourt toute l'économie contre la finance. Parce que l'économie, ce n'est pas la finance. Bien sûr. Alors, on va y arriver. L'économie, c'est les pouvoirs créateurs de l'être humain à qui on donne une forme pour doit financer l'argent. Je dirais simplement, moi j'ai lu, je suis un catholique pratiquant et qui lit mes prières régulièrement. Je lisais une phrase d'un saint il y a quelques jours, j'ai oublié quel saint, qui disait Dieu n'est pas il a dit, Dieu a dit je suis la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis la coutume. Donc, je rapproche ça de cette idée comme quoi la création vient par la recherche de la vérité, pour se rapprocher de ce que disait saint Augustin, qui par ailleurs disait « Quel genre de bêtes serions-nous si nous ne devions pas chercher à comprendre ce à quoi nous croyons ?» C'est une phrase absolument géniale. Quel genre de bêtes serions-nous si nous ne devions pas chercher à comprendre ce à quoi nous croyons? C'est-à-dire qu'il y a dans cette Église, depuis le Moyen-Âge, une volonté farouche d'essayer de comprendre. Donc là, on est dans la création. On n'est pas dans la coutume, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, pour reprendre tes termes. Et on est dans la conjonction de la raison et de la foi. C'est-à-dire logos, qui est quand même la grande matrice européenne. Très intéressant sur ça. Oui. Il avait dit, on confond dans notre temps la vérité et la sincérité. C'est ça, on est bien d'accord. La sincérité, qu'est-ce qui en émane, éventuellement jusqu'au plus haut des valeurs. Voilà. Mais la vérité, c'est les principes. Les principes, c'est quelque chose de supérieur. Et l'Église, dans ce qu'elle a eu de meilleur, a toujours défendu. C'est ça. Quand elle s'est laissée corrompre, elle a été dans le camp opposé. Mais la vérité commence toujours par la sincérité, parce que sans sincérité, il n'y a pas de recherche de vérité possible. Alors, donc la sincérité est la première des qualités. Je dirais par l'enthousiasme que les Grecs appelaient le Dieu intérieur. Voilà. C'est là. Et c'est en soi-même de trouver ses ressources, en accord avec la société dans laquelle on se trouve, bien entendu. Alors, donc, merci beaucoup. Donc, depuis quand et comment est-ce que ce pouvoir de la grande finance est né? On en a parlé, c'est très bien. Alors maintenant, ce que je voudrais aborder avec vous, à quel moment, pour avancer dans cette partie historique et se rapprocher de la situation actuelle, à quel moment, selon vous, ce pouvoir a-t-il échappé aux États pour imposer sa logique que j'appellerais libérale, sa logique libérale propre? Quand ce pouvoir est-il devenu hégémonique d'une certaine façon? Comment s'est faite cette transformation et cette puissance phénoménale que la grande finance a aujourd'hui? Alors, je pense que Jacques Cheminade a de bonnes réponses. Je pense, est-ce qu'on est d'accord là-dessus, tous les quatre, il y a une espèce d'accélération du phénomène tout au long du XXe siècle. D'accord. Et peut-être en ce que, là c'est une question peut-être plus discutée, en ce que la finance internationale, les grands groupes, les grandes banques et les grandes familles financières ont trouvé, j'allais dire, un exécutant docile, en tous les cas un allié puissant, que furent d'abord la Grande-Bretagne et ensuite les États-Unis. Le siècle américain ou le siècle anglo-saxon, pour reprendre ce mot si bienvenu du général de Gaulle, est un siècle de financiarisation parce qu'il y a une conjonction entre la puissance anglaise puis américaine et des places comme Londres par exemple, et puis Wall Street et tout le pouvoir qui en émane. Il y a un très bon livre là-dessus dont le titre peut paraître un peu provoquant, c'est mon ami Éric Zemmour qui me l'a fait lire. Je dis ça pour que on ne pense pas qu'il y a un non-dit dans ce que je vais dire. Ça s'appelle Le siècle juif de Yuri Sletskin. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, il est formidable. Il pointe la
conjonction entre la puissance politique Voilà. anglo-saxonne, Londres, Washington, New York, et la puissance de ce qu'on appelait déjà au XXe siècle, mais à plus faible échelle, la banque juive, Oui. avec les relents d'antisémitisme que ça pouvait avoir, qui était à ce moment-là tout à fait à gauche d'ailleurs, car l'antisémitisme est né à gauche, il faut bien Et le ce que dire. vous me dites d'ailleurs me fait penser à un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est le Prince immobile, le livre de Emmanuel de Varesquiel. À Varesquiel, oui. Sur Sur la Renaissance, non, sur la Restauration, sur, pardon. comment s'appelle-t-il? Sur Talleyrand. La Restauration, Il oui. explique que Talleyrand, à un moment donné, a fait sa fortune par l'agiotage sur les terres américaines. Donc, on comprend à travers ce livre que par-delà je dirais le joli roman des wasps et puis des conquérants de la terre, etc., les petits Américains qui petit à petit conquièrent ce pays dans l'Ouest, etc., il y a toute une autre partie de cette histoire de la conquête de l'Amérique dont on ne parle pas, qui est la puissance des financiers qui achetaient, qui se revendaient les meilleures terres, les mines, etc., etc. C'est ça la vraie histoire de l'Amérique. C'est-à-dire, le reste, c'est un peu une façon de cacher la réalité, non? C'est pas... Moi, je serais pas d'accord avec ça. C'est d'accord. une histoire d'Amérique. D'accord. C'est l'histoire de l'esclavage, des guerres indiennes et l'histoire de la corruption financière. Voilà. C'est clair. Donc, l'histoire de la corruption Mais- financière est, je veux dire, Mais il y fait a partie de l'ADN. une bataille aux États-Unis qui est aussi partie de l'ADN, qui est la D'accord. bataille pour, disons, incarner un système républicain. On l'oublie, ça. D'accord. C'est Benjamin Franklin. Bataille inégale quand même. Hein. Et ça, son effort pour éduquer la population dans le journal du bonhomme Richard, où il essaye de donner des conseils économiques sur comment développer quelque chose qui serait cohérent avec une pensée qu'on peut appeler chrétienne. Voilà, c'est ça. Donc, Ba- ça, ba- c'est la ba- pensée bataille aussi perdue, de hein, là, Franklin franchement. aussi. Mais le combat, c'est sur Non. une chose essentielle aux États-Unis, c'est la Banque nationale. D'accord. La Réserve fédérale n'est pas une banque nationale, c'est une banque de banque créée en 1913 par une série de voyous du sommet de la société, avec JP Morgan qui les organisait, qui n'était pas juif d'ailleurs, qui les organisait et qui ont créé la Réserve fédérale, qui est une banque de banques. Voilà. C'est une banque centrale, on peut l'appeler, qui n'est pas une banque nationale. D'accord. Alors, il y a quelque chose de très important et qui monte cette bataille. Il y a une première banque nationale, puis une seconde banque nationale, puis finalement, il y a eu la Réserve fédérale. Et D'accord. nous nous battons actuellement, nos amis aux États-Unis se battent pour une troisième banque nationale américaine. Alors, c'est très intéressant de voir la personnalité de Lyndon LaRouche de ce point de vue-là. Je dois le mentionner maintenant. Voilà, alors, parlez-nous, dites-nous qui est Lyndon LaRouche, c'est l'adversaire de ce pouvoir financier aux États-Unis. 5 ans de prison, puni, écarté. Qui était un homme dont vous étiez très proche. Donc. J'étais très proche, j'avais une amitié pour lui et aussi, politiquement, il m'avait montré quelque chose lorsque j'étais aux États-Unis, qui ne concerne pas seulement les États-Unis, mais le monde. Il m'avait montré que, aujourd'hui, tous les gens qui sont aux États-Unis, généralement, et en particulier les Français, 80% adoraient les États-Unis pour les pires raisons du monde, et 20% les détestaient parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Et l'histoire vraie des États-Unis, c'était l'histoire de Lincoln, c'est l'histoire de tous ceux qui, comme Hamilton, voulaient faire une banque nationale et faire des États-Unis une vraie république. Et je dois dire, dans la Constitution américaine, article 1, il est établi que la monnaie américaine officielle, le dollar, est le legal tender, qu'il n'y a qu'elle qui existe, et que c'est l'État qui a le pouvoir de l'émettre. LaRouche a écrit un texte sur ça. Ça, c'est contredit complètement l'histoire de la Réserve fédérale, ça contredit complètement l'histoire des intérêts britanniques associés aux États-Unis ou les intérêts américains, comme aujourd'hui, qui créent ce nouveau fascisme de Silicon Valley. Ça, Mais c'est tout à fait. admettez qu'ils ont perdu la partie, les Hamilton et les Hamilton a été assassiné. Lincoln a été assassiné. Ben oui, Kennedy a été assassiné. voilà, c'est ça, ils ont perdu la partie. Ils n'ont pas grand-chose Il n'y a à pas dire. beaucoup d'assassinats dans l'autre sens. Non, non, bien sûr. Quant à LaRouche, il a été plus que marginalisé quand même. Trouver le sens d'origine de l'Amérique, il a été assassiné. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi beaucoup d'assassinats en On France qui dévie ne un permettent petit pas peu, beaucoup mais de est-ce donner que des leçons. Roosevelt mais c'est était une autre histoire. également un peu dans Oh non. Théodore. combattre la grande puissance, non pas financière dans ce cas-là, mais industrielle Alors, à l'époque. Théodore, non. Benjamin. Ouais. Non. Pardon. Pas Théodore, Franklin de Delano Roosevelt. Bah, Franklin, pas du Parce que- tout. Alors, la Franklin, pas doctrine du de tout. Monroe,
c'est à l'origine Monroe, 1823, et John Quincy Adams, qui était son ministre des Affaires étrangères. John Quincy Adams dit clairement, l'Amérique ne doit pas chercher des monstres à combattre à l'étranger, elle ne doit pas du tout s'immiscer dans les affaires du monde, il y a un principe de non-ingérence dans les intérêts des États, il faut en rester au développement de notre propre pays, et ça, c'est la condition de liberté. Sans ça, nous trahissons. Vous avez vu, l'Amérique a trahi complètement ce message. Les États-Unis, vous voulez dire. Non, c'est très important, parce que la doctrine de Monroe vise à protéger, à l'origine, toute l'Amérique de la prédation, l'Amérique du Sud, de la prédation d'intérêts financiers. Des intérêts financiers et également des puissances coloniales. C'est un message libérateur qui est devenu aujourd'hui un message de prédation. Des puissances coloniales, pardon, et des puissances catholiques. Parce que ce soit l'intrusion en 1870 parce que les puissances catholiques sont du royaume mexicain de Napoléon III ou les Espagnols, ce sont les catholiques qui sont visés, oui. Financièrement, on les manipule. Donc là, ça va. Mais en réalité, le grand changement, c'est 1907, Theodore Roosevelt. Oui, le bâton. Qu'est-ce qui se passe en 1907 ? Le grand effondrement financier. Il y a eu une crise où 50% des valeurs 50% des titres ont perdu leur valeur. Donc à ce moment-là, Theodore Roosevelt dit il faut contrôler l'Amérique latine. Et the big stick with his bloody people. Le grand bâton contre ces sales types. On le contrôlera, nous, les États-Unis. Et là, ça change, ça bascule. Et aujourd'hui, on a une dernière version qui est la Don Monroe Doctrine dont parle Trump. Oui, c'est ça. Et qui est appliquée au Venezuela. On en est là. C'est ça, absolument. Donc, il y a une continuité de ce côté-là, comme il y a une continuité de l'autre côté. L'Amérique est un champ de bataille de ce point de vue-là. Oui, et la rouge représente quelqu'un qui a représenté ce courant historique de développement aux États-Unis et de contrôle de la nation, et pas les États-Unis devenant un pays occupé par des finances qui n'ont rien à voir ni avec le peuple américain, ni avec la conception de nation américaine. Bien sûr. C'est le dévoiement complet d'un projet qui était le projet de Benjamin Franklin. C'est ça. Sébastien. J'essaie de peut-être répondre à la question directement. Je pense qu'il y a un moment quand même dans l'histoire du XXe siècle, ce qui a été dit par Monsieur Couteau, ça a été une dérive constante. Je crois qu'il y a quand même une date importante que nos auditeurs devraient connaître, c'est le 15 août 1971. C'est le moment où Nixon décide de découpler le système or du système dollar. Voilà. Et à l'époque, il y avait aussi un mécanisme qu'on appelait les taux de change fixe entre les monnaies, c'est-à-dire que toutes les monnaies avaient une référence or et donc bougeaient, on pourrait dire, pour simplifier techniquement la chose, bougeaient ensemble. Oui. Donc voilà, mais à partir du moment où Nixon décide de découpler l'or du dollar, le dollar, qui était la monnaie de référence, la puissance industrielle de l'époque, devient une superpuissance monétaire. Voilà, c'est ça. Et donc là, à partir de là, tout était déséquilibré parce que les monnaies faibles s'écroulent et le dollar devient surpuissant. Donc c'est une date très importante parce que c'est le moment où on passe dans un système purement monétaire. Il n'y a plus de référence or, il n'y a plus de référence physique, il n'y a plus de... Il y a une autre date, pardon. Je vais vous poser une autre question, encore l'air de ça, puis après je vais vous donner la parole. Est-ce que la deuxième partie, parce qu'on parle toujours du pacte du Quincy en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ibn Saoud et donc Roosevelt, mais ce pacte du Quincy est un pacte pétrole contre protection, mais il inclut pas le recyclage du dollar. Et ça, c'est la négociation. En fait, quand on parle du Quincy, on ne devrait pas parler du Quincy, on devrait parler de la négociation donc de 75 Kissinger. De Kissinger avec le roi de l'époque, je sais plus qui c'est, si c'est Faisal. C'est Faisal, oui. C'est Faisal, hein, c'est ça, où là, qui est l'obligation de se faire payer en dollars. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, je pense. Parce que le dollar devient hégémonique, bien sûr. Le dollar devient monnaie de réserve, et en plus, ça veut dire que toute personne qui veut acheter du pétrole partout dans le monde est obligée d'aller d'abord acheter des dollars américains pour pouvoir payer. Donc, ça assure le recyclage de la machine, en fait. Donc, les deux vont ensemble, il me semble, 71 et 75. Bien sûr que l'Arabie Saoudite est obligée d'investir aux États-Unis. En plus de ça, évidemment. C'est le cycle, hein. Évidemment. Ça, c'est le cycle impérial typique. Et pour ce qui nous concerne, il y a une autre date que j'ajoute à celle importante, évidemment, que vient de soulever Stéphane. Sébastien, pardon, excusez-moi. Ça nous concerne directement, c'est le traité de Rome et l'article 67 sur la nécessaire libération des mouvements de capitaux.
par étapes, d'ailleurs, dit l'article 67 du traité de Rome, je peux le lire, je l'ai retrouvé hier, les étapes ont été si longues qu'il ne s'est pas passé grand-chose au cours des années 60. De Gaulle étant là, on s'est un peu tenu à carreau. Oui. Il y avait quand même ce vieux système qui était pas mal, contrôle d'échange et notamment le refus de l'expatriation des capitaux. Vous savez que pendant très longtemps, les capitaux étaient obligés de se réinvestir, sauf dérogation express du ministre des Finances, d'être réinvestis dans les pays où ils avaient réalisé leur gain, ce qui assurait une pérennité notamment des industries, parce qu'on réinvestissait dans les industries, on se développait, mais sur une base nationale. Bon. Le drame, la vraie date, c'est pas tant le traité de Rome, c'est l'étape annoncée et permise par le traité de Rome que fut juin 88. Ça, c'est le grand marché. Grande décision des ministres des Finances qui, alors cette fois, libéralise, abandonne les frontières et permet la navigation, si on peut dire, le transfert des capitaux, ce qui a donné lieu aux délocalisations, à la désindustrialisation corrélative. Sur le marché aussi, ça date de cette époque où c'est... Ah non, ça c'est plutôt dans les années 70, 73. 73, oui. Mais c'est cette période-là. Et pour nous, Européens et notamment Français, c'était très contraire à tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. C'est la source d'ailleurs des délocalisations, de la désindustrialisation, de la financiarisation. Et c'est d'ailleurs étonnant, j'ouvre une petite parenthèse. On regarde de la désindustrialisation aussi, que c'est un phénomène. Et oui, puisque les capitaux s'exportent, ils vont s'exporter en Chine et ailleurs, et on délocalise d'autant plus facilement. C'est amusant, c'est assez grinçant, la date de juin 88, j'ai regardé ça, comme si la machine européenne avait attendu une faiblesse de la France qui était plutôt opposée, mais Mitterrand venait en 88 de remporter in extremis la présidentielle, a dissous dans des conditions scabreuses, puisqu'il n'avait plus la majorité, le Parti socialiste n'avait plus la majorité. Donc le mois de juin était propice à un sale coup, je pense. Je sais pas qui était ministre des Finances à ce moment-là, c'était Bérégovoy, je pense, mais il n'était pas très assis sur une majorité qui n'était toujours pas trouvée à l'Assemblée nationale. Bon, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est comme le bombardement d'Irak en juin 81, parce que aussi il y avait une transition politique qui laissait la France impuissante. Peut-être que je vais chercher midi à 14h, mais ça a été vraiment fait, ce coup-là, contre la politique et l'économie traditionnelle, la politique économique traditionnelle de la France. C'est ça. Il y a un point très important sur ça, c'est l'acte unique, 1986. C'est ça. L'acte unique, c'est la liberté de circulation des biens, des services, des êtres humains et des capitaux. Après ça, il n'y a plus d'État-nation. On a tiré un trait. Alors, c'est progressif en France, mais on a tiré un trait. D'ailleurs, 88 fait référence à 86. Bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. La réunion des finances. Alors, il y a une dynamique qui se crée dans cela. Nous, on a fait campagne contre l'acte unique. On avait dit acte unique, acte unique. Personne en France que je connaisse, à part quelques individus, ne s'était insurgé à l'époque contre. Au Parlement. Je sais pas si encore aujourd'hui, les gens sont vraiment conscients du caractère. C'est pire que Maastricht. Extraordinairement important de l'enjeu de ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui même. On a parlé à certains souverainistes, ils ne le sont pas conscients. Pourtant, on a voulu faire cette émission parce que c'est totalement majeur ce qu'on est en train de discuter. Alors, il y a quelque chose d'encore plus grave. C'est qu'il y a trois personnalités, et j'ajouterai Raymond Barre, probablement avec sa conception de l'économie hédoniste, qui est celle de Bentham, qui est toute idéologie anglaise. C'est ce qui fait dans les travaux de Raymond Barre sur l'économie, qui ont formé tout le monde en France, pratiquement, qui est passé par là dans les cercles politiques. C'est de dire, c'est le plaisir et la douleur qui déterminent sa valeur. Il le dit carrément. C'est Bentham. C'est Bentham. C'est la philosophie anglaise du 18e. Oui. Qui a mis en place ce système de libéralisation, de financement des capitaux dans le monde? Chavansky à l'OCDE, Delors à l'Europe. Le socialiste. Et le bon, je pense que lui a été
il se trouve que je l'ai connu, que lui a été le dindon de la farce, Michel Camdessus, au Fonds monétaire international. C'est ça, je me souviens. Donc les trois ont mis en place le système. Les Américains ont dit, tiens, ils font le boulot pour nous, c'est merveilleux, Voilà. on va en profiter. Et Bérégovoy aussi, Bérégovoy aussi. Pardon Bérégovoy, c'est Oui, Bérégovoy s'est fait berner. s'est fait berner aussi. Oui. Une des raisons qu'il a réalisé ça à la fin de sa vie et qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Mais tout le monde s'est fait berner, il faut voir La question qui me vient à l'esprit naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de se départir, je dirais, de leur costume d'homme d'État, tous ces gens-là? Alors là, Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Alors là, il faut comprendre quelque chose, qui est l'utilisation permanente du chantage et d'un véritable bureau criminel international qui est en accord et qui sait toutes les faiblesses des hommes d'État et qui exerce un chantage constant sur eux. Il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Il y a un livre qui a été écrit sur les assassins financiers. Comment s'appelle-t-il déjà c'est un Américain qui l'a écrit. C'est très C'était John Perkins, je crois. Oui, c'est ça, Perkins, qui a écrit ça. Et c'est les Anglais, parfois les Américains, qui disent plus de vérité que tous les autres. Et nous sommes les dindons de la farce parce qu'on est les petits qui à part l'époque de De Gaulle et en partie celle de Pompidou, nous, on est toujours les gens qui se sont soumis, qui ont été les caniches de ce système. Les caniches, les petits toutous. En passant, un Pompidou qui venait lui-même de la banque Rothschild. Pompidou lui-même a réalisé ça. Moi, il n'était pas aux États-Unis à ce moment-là, mais j'avais venu aux États-Unis. Quand il a vu que toute une partie de la communauté juive s'attaquait à lui, il a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive quelque chose que je connaissais pas. Sur les Rothschild, il faut dire aussi quelque chose. Hein. Le pire, vous avez cité Nathanaël, c'est le fils de Jacob, qui est les Rothschild d'Angleterre. C'est ça. Branche la plus perverse de la famille. Il faut dire que la branche française, il y avait Guy de Rothschild qui a soutenu De Gaulle et qui était dans la France libre. Oui, c'est ça. Donc il faut bien voir les choses parce qu'elles sont. Il ne faut pas s'obséder sur un nom, sur une chose. Oui, tout à fait. C'était pas mon objectif d'ailleurs. Une dynamique profonde dans l'histoire. Sans ça, on tombe dans la facilité de l'anti dans tous les domaines. Oui. Il faut voir au-delà. Alors, j'ajouterai encore quelque chose qui me paraît aussi très important. À chaque réaction de gens qui sont opposés, la première chose, c'était le silence. On n'en parle pas. Voilà. Moi, j'étais 3 fois candidat aux élections présidentielles. Il fallait pas parler de ce que je disais. Il fallait créer une fausse image de moi et la balancer dans l'opinion. Et l'opinion dirait, bon, ce type, peut-être on sait pas si c'est ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas. Mais en fait, c'est un type à problème, on n'en veut pas. Donc, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ça, c'est l'assassinat financier. L'assassinat dans l'opinion.